D'abord, je vais remercier Maglon qui m'a proposé cette séance de discussion sur les paysages et les formes d'habitat, l'évolution de l'habitat dans la basse vallée du Strimone. Et je partage avec Maglon l'intérêt de cette évolution qui est difficile à cerner, surtout pour les périodes les plus anciennes, avant la colonisation grecque. Et le fond de mes recherches archéologiques depuis le néolithique, j'espère qu'ils m'ont offert une autre vision sur les processus historiques ou les processus de changement et d'évolution des sociétés et des communautés humaines, tout simplement. Donc, pour aujourd'hui, j'espère offrir quelques jalons de pensée ou plutôt inciter à réfléchir ou à évaluer nos informations existantes, archéologiques, historiques, en tout cas relatives à notre sujet. Moi, je vais rester dans la vallée du Strimone, qui fut, comme Maglon a expliqué, une voie de communication privilégiée lors des mouvements socioculturels, au moins depuis le néolithique. Située au carrefour d'influence entre la mer Égée et l'Europe, elle offre vraiment l'occasion d'explorer la diversité et la richesse d'un patrimoine historique important. Donc, le Strimone, pour décrire un peu de quoi il s'agit, il est un fleuve long et il possède un bassin versant énorme. Et donc, il est alimenté par des cours d'eau qui prennent leur source sur les pentes méridionales du mont Vitocha, près de la ville de Sofia, en Bulgarie, ainsi qu'au moyen de nombreux affluents. Il entre dans le territoire grec par le défilé de Clivi, Roupel, et traverse la plaine de Cérès, qui constitue son bassin inférieur. Donc, la basse vallée du Strimone, c'est dans la région de Cérès, proprement dit, la région grecque de Cérès. Et donc, son affluent majeur à ce niveau-là, c'est l'Anguites, qui prend ses sources à l'ouest de Drama, à Mahara, et l'Anguites, il s'écoule entre Ménikion et le Pangée, traversant les gorges de Stenapetras, et il rejoint le Strimone près du site de Phytocoryphie. Je vous le mets ici dans un cadre rouge, on va en reparler plus tard. Les deux bassins, de Drama et de Cérès, constituent en fait des bassins d'effondrement résultant d'une tectonique extensive du Miocène, très, très vieux. Et un phénomène géologique des centaines de milliers d'années avant. La sédimentation qui comble ces deux bassins est issue de l'érosion. Il compte une épaisseur globalement estimée à près de 300 mètres pour le bassin de Drama, tandis que jusqu'à très récemment, on connaissait moins bien son épaisseur dans la basse vallée du Strimone. Donc, la basse vallée du Strimone, proprement dit, est encaissée entre le sud du massif de Rhodope, le Pangée et le Ménikion, à l'est, et le massif serbo-macédonien à l'ouest. Après le défilé de Clivi, le Strimone a été totalement rectifié et chénalisé. L'on a formé la grande retenue de Kirkini en amont du bassin, et l'on a creusé son lit moderne vers le sud jusqu'à la mer.
Avant les travaux de drainage, le fleuve s'élargissait au centre de la plaine de Ceres pour former le lac d'Achinos. Le drainage complet de ce lac a conduit à la mise en place d'une vaste parcellaire dédiée à l'agriculture. Aujourd'hui, de même, les mêmes travaux réalisés dans l'ancienne zone humide palustre du marais de Tenaille et Philippe ont créé de ce côté-là aussi des parcelles aujourd'hui intensivement cultivées. Plus au sud, le Strumon traverse un autre défilé entre le piémont du Pangée et des monts Kervilion avant de rejoindre la mer. Donc là, je vous montre un autre type de carte, cette fois une carte géomorphologique, parce que cette région, la région concernée, reste un terrain propice aux investigations géoarchéologiques. En effet, les régions des plaines continentales ou des piémonts, avec des taux d'alluvionnement importants, un réseau hydrographique actif et une forte densité de population depuis le néolithique, renferment, c'est sûr, de nombreux sites ou accumulations d'origine anthropique. Donc, ceci constitue des mines d'informations très importantes pour les géomorphologues qui cherchent à comprendre les interactions société et environnement sur le temps long. Inversement, et pour nous, archéologues, la connaissance de l'évolution des zones humides s'avère très importante pour la compréhension de l'évolution des modalités d'occupation humaine. Et il s'agit d'un type d'approche complémentaire aux fouilles, en fait, parce que cette démarche vise à pallier les problèmes de taphonomie ou d'absence de visibilité de certaines phases culturelles à partir de nouvelles données acquises cette fois dans les archives sédimentaires hors des périmètres des fouilles archéologiques en cours. C'est au cours des 2 dernières décennies, en fait, que les informations géoarchéologiques se sont développées et ont apporté de nouvelles informations relatives aux transformations environnementales et aux interactions entre sociétés et à partir des archives sédimentaires. C'est justement les travaux de Laurent Lespès dans la plaine de Drama et de Arthur Glay dans la plaine de Ceres surtout. Et ça, ce va-et-vient d'informations entre les deux sciences, entre l'archéologie et la géomorphologie, fut très fructueux dans notre région et dans nos travaux de ces dernières décennies. Donc, le cadre comprenant l'aval de la basse vallée du Strumon a fait l'objet de 2 transects, de plusieurs carottages au niveau du site de Phytocoryphie, comme je vous avais signalé tout bien avant. Et le site de Crionel, près d'Amphipolis, au niveau du site néolithique fouillé par moi-même il y a quelques années. Et donc, tout d'abord, grâce aux informations cartographiques disponibles, on a pu mettre en évidence déjà une rétractation progressive de l'étendue du lac dès le début du XXe siècle, soit plusieurs décennies avant, même avant les travaux de drainage, il y avait une rétractation du lac d'Achinos. Pour ce qui est l'étude géomorphologique proprement dit, c'est le transect de Coryphie qui a donné les résultats les plus impressionnants. Et la série de carottages, c'est la série en rouge avec les indications, les appellations FC, donc Phytocoryphie, carottage tel, avec un numéro. Et ces carottages sont complétés par 2 profils de tomographie électrique permettant d'avoir une image en continu du remplissage. On est allé plus profondément avec la tomographie électrique, la P2
à l'ouest de la butte de Phytocoryphie et la P1 qui est en parallèle avec à peu près avec le transect de carottage. Donc, immédiatement à l'ouest de la butte de Phytocoryphie, le profil P2 montre une épaisseur de sédimentation fluviale ou colluviale ne dépassant pas les 10 à 11 mètres de profondeur, tout en haut, en rouge ou orange. Et ces dépôts sont holocènes et témoignent d'une intensification de l'hydrodynamisme de l'Anguittis à partir de cette période, les périodes plus proches à nos périodes archéologiques. Néanmoins, les valeurs plus élevées de résistivité au sud de la butte indiquent que le chenal d'écoulement a très probablement migré au cours des périodes antérieures de deux côtés de la butte de Phytocoryphie. Le même caractéristique est visible aussi dans la coupe B1 qui montre la morphologie générale de la dépression de la basse vallée du Strumon. Ici, les carottages réalisés d'une profondeur maximum de 24,50 mètres n'atteignent même pas la base de la sédimentation lacustre. Et cette sédimentation, représentée en bleu sur le profil, peut atteindre jusqu'à 50 mètres au niveau du carottage près du lit de Strumon actuel. Ce profil confirme les difficultés techniques rencontrées pour délimiter l'interface entre les sédiments lacustres et les substratums. C'était les difficultés pour le carottier utilisé, le système de ce carottage à la main. Donc, on n'a pas pu aller plus profond et la base en fait de la dépression est beaucoup plus bas que le point où les carottages ont pu aller en profondeur. Et c'est une, si je peux dire, c'est un énorme dépôt lacustre qui comble le bassin. Et on verra bien ce que ça signifie pour la chronologie et pour les époques qui nous concernent, nous, les archéologues. On laisse la surface parce que là, bien sûr, il y a des indices pour les anciens chaînons du Strumon, les anciennes chaînons de l'Anguittis de l'autre côté, mais tout ça, c'est de l'histoire moderne, tout en haut. Et donc, les analyses menées sur le carottage ont permis de comprendre les processus hydrosédimentaires lors de la mise en place de ces dépôts au cours de 7 derniers millénaires. Il s'agit de méthodes diverses, d'analyse, granulométrie, susceptibilité magnétique, perte au feu, diagramme polynique, toute une série datation carbone 14, toute une série d'analyses qui ont permis qu'il est désormais possible de raconter l'évolution paléo-environnementale de la basse vallée du Strumon d'après ces transects de Phytocoryphie. Donc, on a déjà dit que la profondeur estimée des archives sédimentaires de la basse vallée du Strumon est supérieure à 40 mètres, donc voire 50 ou encore plus pour atteindre le but. On a réussi par carottage d'arriver seulement aux 24 mètres de profondeur. Les 24 mètres, on les a atteints dans cet carottage, le FC 8 près du Strumon.
Et on est là, à la base de ce carottage, à 5000, à peu près 5000 BC. Donc, c'est la première phase du néolithique récent. On n'a même pas atteint le néolithique moyen. On a encore du travail à faire. Et donc, pour cette période, la première unité stratigraphique, si on peut dire ici, la U1, et nous montre que les conditions environnementales indiquent il y avait un paysage très densément boisé, dominé par une végétation de forêt tempérée, donc des chênaies mixtes. La présence anthropique est démontrée pour le néolithique récent uniquement aux marges de la zone humide, c'est autour de 4400 que le spectre polynique à proximité de la butte de phytocoryphie enregistre les premiers indicateurs d'un impact anthropique sur le couvert végétal. Donc, alors que sur le diagramme polynique de FC Octo, ici, au centre de la dépression, le signal d'une activité agricole n'est clairement attesté qu'à partir de 2000 BC. Presque 2000 ans plus tard. Donc, on a des registres de l'anthropisation ici, à côté de phytocoryphie, mais si vous voulez, la cultivation et la présence anthropique restent encore loin du centre de la vallée et n'est pas perceptible dans les diagrammes pollen au centre de la vallée. La phase U2, la deuxième phase, se développe sur un millénaire environ, entre 3700 et 2700, donc cela veut dire entre le néolithique final et le bronze ancien, la première phase du bronze ancien. Deux éléments majeurs dans cette unité, une phase d'instabilité qui est observée vers 3600, 3400, tandis que l'extension maximale de l'espace lacustre-palustre de la basse vallée du Strimon a lieu entre 3000 et 2200, donc c'est-à-dire au bronze ancien 1E2. C'est-à-dire la phase d'instabilité couvre le millénaire, le quatrième millénaire, que nous, les préhistoriens, appelons pour la région le millénaire perdu, parce qu'on a du mal à suivre la continuité de l'habitation. Et au bronze ancien, on a enregistré ici la montée des eaux pendant l'époque le bronze ancien. Donc, des éléments majeurs. Pour passer après à l'unité suivante, U3, la troisième phase de sédimentation se développe sur plus de 7 mètres d'épaisseur au niveau du Strimon, à côté du Strimon, et au moins de 2 mètres 70 à proximité de l'Anguitis, le FC1. Et cette unité couvre la période entre 2700 à peu près jusqu'au 9050, 9000. Donc, on passe du bronze ancien jusqu'à l'âge de fer. Il existe pendant cette période une affirmation progressive des conditions sèches qui culmine de manière abrupte
vers 2200-2000, baissé, calibré. Toujours. C'est un épisode des changements climatiques rapides, comme les géomorphologues disent. Il faut aussi souligner que c'est à partir de 1800 que vraiment le comblement de la basse vallée du Strimon commence. On a un grand apport de matériaux d'érosion dans la basse vallée du Strimon. Donc, bien que le centre de la dépression reste lacustre, la rétraction de la zone humide est brutale, avec des marges colonisées par une ripisylve dense. Donc, c'est la végétation basse hydrophile. Et tous les espaces boisés des versants régressent, à l'exception des forêts des conifères en domaine montagneux. Donc, on a un recul de forêts sur les montagnes et une image plus sèche dans la vallée. Et après, en parallèle avec ces changements de conditions hydrauliques, les indices d'anthropisation s'affirment dans le bassin versant à travers une ouverture du paysage forestier, une intensification des pratiques agropastorales et des processus érosifs. Donc, c'est une activité humaine importante. La pression anthropique culmine à la fin de la période vers 800. Donc, notez les étapes et on va en reparler. Donc, cette pression anthropique se distingue par des pratiques telles que le déboisement par le feu, la culture de certains taxons, l'olive et tout type de céréales, et le développement de l'élevage dans des proportions inédites jusqu'ici. Tout ça s'écrit dans les registres de pollen, dans les carottages. Donc, au début de la phase suivante, et pendant l'âge de fer, 800 à peu près, ces activités agropastorales sont visibles sur l'ensemble du transect avec les mêmes proportions dans tous les carottages. C'est ça qui est caractéristique. Donc, on a une augmentation des espaces cultivés, sans doute, la pression pastorale et le défrichement par le feu engendrent un nouveau recul des milieux forestiers. Elle conduit progressivement au comblement sédimentaire de la dépression et à la diminution de la profondeur en eau. Donc, on a une montée du comblement. Et ce qui est encore plus intéressant est que dans ces niveaux, dans les mêmes niveaux, on a plusieurs fragments de céramique et d'os, ainsi qu'une quantité considérable de microcharbon présents et datés de la même époque. Dans les carottages, ce qui suggère que les populations ont fréquenté les rivages et de la zone humide et ont favorisé l'érosion par leurs activités. Donc, on a une présence forte humaine dans la vallée. La dégradation des espaces forestiers les plus proches, ici, de la butte des phytocoryphies, s'accentue encore plus à partir de 300 environ, baissé, toujours avant Jésus-Christ. Donc, la quatrième phase s'achève presque à la fin de l'époque hellénistique, après 300, et les autres unités, on les laisse pour une autre fois.
il y a encore intérêt à raconter, mais c'est pour une autre phase de discussion. Donc, l'autre transect à côté de Crioneri est mesuré environ 10 km à l'aval des Phytocoryphies, de ce qu'on a vu. Et on ne va pas entrer dans les détails. On a des carottes qui sont allées 10 mètres profond, mais en gros, les données confirment ici aussi que ici, on n'a pas atteint le niveau néolithique encore. On est dans les 10 mètres de carottes, on est encore au bronze ancien. Et la sédimentation montre que ici aussi, il y avait un profond sédimentation lacustre, donc il y avait un lac, en fait. C'est la fin de ces lacs. Et ces genres de données devraient amorcer chez nous, les archéologues, une réflexion permettant de croiser les informations produites à l'échelle des sites archéologiques avec les connaissances des changements climatiques et des tendances paléo-environnement à l'échelle régionale, comme on a vu. Sous cet angle, nos cartes de répartition gagnent en potentiel et d'interprétation et trouvent leur sens propre, j'allais dire, au sujet de l'implantation des habitats, de leur durée, de l'aménagement du territoire, ainsi que de l'évolution du peuplement. Donc, si cette vie ici montre que le but de Phytocoryphie se trouve maintenant, au fond, on a le mont Pangée et la vallée est ici à ce niveau-là. Mais si on reprend le transect de Phytocoryphie, on comprend très bien que cette surface, ou bien la surface de la vallée, autant qui nous intéresse, se trouvait au moins 20 mètres plus bas. Bon, pour les périodes historiques, plus que 10 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et donc, les cartes de répartition des sites, forcément, doivent être repensées et revisitées avec l'information que nous gagnons par le genre d'investigation que nous avons décrit. Donc, c'est aussi l'état de la recherche. Et reflète aussi l'état de la recherche à cette époque-là. Donc, la carte de Gramenos, par exemple, avec les sites néolithiques, montre l'état de la recherche les années 70 et la carte issue de ma thèse montre l'état de la recherche en 2000 à peu près, qui a résulté bien sûr de l'enregistrement exhaustif des données basé aux archives de l'Euphorie, mais toujours sans prospection de surface systématique et sans recherche intensive de prospection, des travaux de prospection. Donc, juste pour exemplifier un peu le type d'habitat pendant le néolithique dans la région. Je vais vous donner quelques exemples très vite, marqués en rouge ici sur la carte. Il s'agit de Crioneri,
à côté d'Amphipolis. Il s'agit de Dimitra qui a été fouillé de Gramenos, à Iopneuma, le numéro 43, aussi récemment fouillé avec une fouille de sauvetage, et le numéro 41 est la Tumba Ceres, la tombe que nous allons investiguer avec ce projet de 5 ans avec l'école britannique. Donc, il s'agit de tumbas, donc de collines d'une étendue assez modeste, mais avec une persistance de construction au même endroit. Donc, cela signifie qu'il y a plusieurs couches de destruction qui font que la hauteur des lieux monte, et il y a à la fin, il y a une tumba, une colline artificielle. Et dans la plupart des cas, on a des dimensions assez petites. Donc, ça ne dépasse pas les 100 ou les 200 mètres de diamètre de ces tumbas. Parfois, on a attesté des limitations, comme à Iopneuma, donc un fossé et un mur de soutènement ou de délimitation de l'espace bâti. Et on a aussi, on passe à un exemple un peu différent, légèrement différent, parce que là, on a une des plus grandes tumbas des Balkans, de 3 fois plus grand que les autres sites fouillés ou investigués jusque-là. Et déjà, dans la première année, on a fait une prospection géomorphologique où on voit que presque l'ensemble de la surface supposée comme une tumba montre l'existence de maisons, des rangées de maisons, et un signal, ici un signe qui montre qu'il existe peut-être un fossé ou un mur qui délimite la surface habitée. À voir les prochaines années. Donc, ce modèle d'occupation, ce type d'habitat continue à l'essentiel au bronze ancien, parce qu'on a presque la moitié de ces habitats, des mêmes habitats, des habitats néolithiques, continuent à être occupés pendant le bronze ancien ou sont réoccupés après une courte phase d'abandon. Donc, les gens reviennent sur les tumbas néolithiques où ils fondent parfois des nouveaux habitats. Rappelons ici la phase instable de la fin du néolithique du 4e millénaire dans le transect de phytoporphyrie. Les liens qui auraient pu avoir entre types d'habitation, entre occupation humaine et climat ou conditions hydrologiques. Et il y a donc des sites néolithiques qui sont réoccupés après une période d'abandon, des sites nouveaux, mais les caractéristiques de construction restent presque inchangées. Il y a toujours la terre à bâtir comme matériau de construction, alors que
plus proche à la mer et dans les îles voisines, il y a d'autres types d'habitats, donc des villages entourés d'une muraille, construction en pierre si l'on peut dire, une orientation vers la mer, une ouverture vers la mer. Et donc, le bronze moyen est une période assez problématique pour la région. Donc, dans la vallée des Serres, on n'a pas encore identifié cette phase chronologique, alors qu'en Grèce du Nord, il existe ailleurs, à Ios Mamas par exemple, ou à Toumba Thessaloniki, il y a la céramique minienne importée, et à côté de la céramique locale, on a toujours habitation sur des tumbas. Il y a une continuité avec le bronze ancien. Plus loin encore, en Égée du Nord-Est, on a vraiment une extension des villes, des vraies villes, avec des murs d'enceinte, des mégaras, et avec des contacts avec la Grèce continentale et des Cyclades. Et on a une autre type d'évolution d'habitation. Si l'on revient dans notre transect de phytoporphyre, on peut constater que cette période, la première moitié du deuxième millénaire, se caractérise par la rétraction brutale de la zone humide et par la régression des espaces boisés. Et suite à cet épisode de changement climatique rapide. Et donc, pourtant, les espèces cultivées sont présentes dans les carottages, donc les gens sont là. Malgré les hiatus que nous constatons dans nos séquences archéologiques, il y a traces de la présence humaine, de l'occupation de l'espace. C'est simplement que nous, dans les séquences stratigraphiques, on a du mal à reconnaître où il y a des micro-mouvements que nous n'apercevons pas encore. Donc, quand on passe au bronze récent, c'est l'affirmation de la civilisation palatiale. On a des sites gènes qui sont inondés de produits de l'artisanat minoen. On a des produits mycéniens, pardon. On a des produits de l'artisanat mycénien, mais dans notre région, je vous montre par exemple le Stathmos Angistas, qui est un site qui a été fouillé par Mme Koukouli Chrysanthaki. Et ici, on a aussi des tessons de la céramique mycénienne, mais dans un type d'habitat qui laisse voir perdurer les types d'avant. Donc, toujours des tumbas. Et dans la région de Stathmos Angistas, près de Neazigni, on a pas mal de tumbas qui datent de l'époque du bronze récent. Et donc, la présence humaine est très forte. Et c'est une continuation des types d'habitation sur des collines artificielles ou non, parce qu'on a aussi quelques exemples où des nouveaux sites du bronze récent sont installés sur des collines naturelles. Et cela montre que probablement il y a un choix des gens
d'être installés sur des éminences qui sont bien, qui marquent bien le paysage. Et bien sûr, la construction, la mode de construction change maintenant. Même à Diquilitas, on l'a constaté. On a des murs avec un soubassement en pierre et des briques crues. Donc, pour toujours, je vous montre un exemple pour Offrinium où on a fait des prospections géomorphologiques et géophysiques et le géophysique a montré qu'il y a un réseau de structures en soubassement en pierre et en même temps un mur d'enceinte qui englobe le petit village où cet habitat et délimite bien l'espace habité. Encore une fois, il y a des caractéristiques qui persistent donc, dans le temps. Pour la Grèce continentale, la fin du monde mycénien et le passage aux âges obscurs a fait l'objet de discussions innombrables sur les causes de cette destruction des palais, l'effondrement du système palatial et le passage au siècle obscur que nous pouvons suivre à propos, surtout dans la céramique, les changements des styles, etc., etc., et le passage du système des Wanakés mycéniens, des Anactès mycéniens, à un autre système des Casireux, des chefs locaux, des chefs locaux mycéniens qui devient les rois du premier millénaire. Donc, on a ces genres de changements qui sont plus ou moins bien tracés maintenant pour la Grèce du Sud. Qu'est-ce que nous avons comme données ici dans notre région? On a très peu de fouilles, on a très peu de données archéologiques, en fait. Dans la région, on compte vraiment une ou deux fouilles non systématiques. L'une d'entre eux est le cas de la colline 133 et son cimetière de Castas. Donc, c'est le cas le plus connu. Et ici, on a, sur la colline de 133, on a des couches néolithiques, on a attesté aussi des couches de l'âge du bronze et il y a la céramique de l'âge de fer local. Ensuite, on a aussi la découverte, dans les cimetières, il faut dire que on a une couche de tombes de l'âge de fer, mais non pas des années précédentes. Donc, on n'a pas de cimetières du néolithique de l'âge du bronze. Et dans l'habitat de la colline 133, on a à côté de la céramique de l'âge de fer local, on a une quantité importante de céramique grecque, protogéométrique, et par la suite archaïque et classique. Et ce qui nous permet de constater qu'il y avait un contact direct avec le monde grec de l'époque géométrique. Et
l'occupation sur la colline 133 présente une rupture au cours du 5e siècle. C'est probablement en rapport avec la conquête du site par les Athéniens. Et ensuite, avec la fondation d'Amphipolis proprement dit. Donc, encore une fois, on fait appel à cette transecte de Phytocoryphie qui est très proche cette fois de la colline 133 et pour évoquer la phase U4, la phase de l'âge de fer, qui se caractérise par une augmentation des espaces cultivés, une pression pastorale, le défrichement par le feu qui engendre le nouveau recul des milieux forestiers, une forte présence humaine dans la région. Donc, il y a, pendant l'âge de fer, dans cette région, on peut parler de petites régions, et moi, je préfère rester dans des échelles plus restreintes pour quand on essaye de clarifier les choses. Et donc, on a la présence forte des sociétés de l'âge de fer dans la région, comme c'est le cas aussi de Eion, qui est fondé par les Ioniens, mais sur un plateau avec une stratigraphie du bronze récent. Donc, Eion est mentionné dans des documents épigraphiques archaïques, la fameuse inscription de Tokis. Et de cette façon, la région entre dans l'histoire grecque. Et comme ça, l'embouchure du Strymon, cette carte, montre un peu à l'échelle locale encore comment les colonies grecques viennent s'installer sur les rivages, comme celle de Argylos. On a parlé d'Eion. Il y a Kervilion qui est dépendant d'Argylos. Mais au même moment, on a des sites des indigènes, des populations locales qui existent à côté, pas loin, et qui perdurent jusqu'à l'époque archaïque et jusqu'à l'époque classique. Il y a des cas où on a des traces des sites proprement dit. On n'a pas malheureusement assez d'informations sur la nature et les caractéristiques de ces installations. Pas encore. On a besoin de fouiller. Donc, vide Kervilion, c'est l'emplacement d'Amphipolis encore, la colline 133, les pentes du mont Pangée, et il y a un autre site récemment trouvé à côté de la tour byzantine de Khan Vakas. Ici, il y a une étendue assez importante où on trouve des matériels archaïques, voire âge de fer. Donc, encore ici, on est dans une situation de la recherche qui est loin d'être complète. Donc, on a besoin de recherches de surface, de prospection de surface et une multiplication des sondages, des programmes de recherche, de fouilles. Donc,
pareil, cette continuation entre les phases archaïques et classiques, on a la phase la plus ancienne du pont en bois d'Amphipolis, date du VIe siècle. Donc, et le pont est là bien avant la fondation d'Amphipolis. Il existe et il aide au passage de l'un côté et de l'autre, du côté d'autre du Strimone. Et donc, les populations indigènes se trouvent en contact continu avec les Grecs. Parce que dans le matériel des tombes de Castas, justement, ou un peu plus loin de Aleppotripa, eh bien, entre Castas et Aleppotripa, jusqu'à Domiro Semirini, moderne, les villages modernes, on trouve de nombreuses tombes qui contiennent un matériel qui combine des éléments des objets de tradition indigène avec des importations de vases grecques. Et c'est la période fin 6e, début 5e siècle où ces phénomènes se multiplient et donc on a une richesse assez importante de tombes qui donnent un matériel pareil, de mobilier mixte. Donc, Amphipolis, la fondation d'Amphipolis, vraiment si on peut dire, la matérialisation de la polis avec toutes les caractéristiques dans l'architecture, avec son mur d'enceinte, avec l'architecture publique, avec les monuments publics, et avec les institutions bien documentées par l'épigraphie, et par l'archéologie et par les descriptions des historiens, bien sûr. Là, vous êtes bien dans la tradition de l'archéologie classique. Et donc, la documentation littéraire, justement, et épigraphique et archéologique nous fait connaître l'existence de nombreuses villes et localités dans la région qui nous intéresse. Et selon les auteurs anciens, ces pays représentent les territoires des Péoniennes et de Bisalte. Les Péoniennes habitaient de part et d'autre du Strimone. Les Bisaltes étaient localisés en principe à l'ouest du fleuve et plus près du littoral. Donc là, on passe aux descriptions des historiens pour les phénomènes d'occupation de la plaine de Strimone. Et bien sûr, même les données archéologiques montrent que les deux rives du lac étaient densément peuplées. Et il n'est toujours pas possible de savoir si les sites archéologiques correspondent à des polis ou à des agglomérations plus petites, ou à des villages, ou à des hameaux, ou à des polismata. Selon les découvertes épigraphiques et numismatiques, ils nous informent qu'il y avait sans doute, ils décrivent 4 villes sur la rive droite du Strimone, donc celui de Aidonochori, qui est identifié avec Tragilos, de Terpni et de Vergi, le village de Vergi, à l'ouest du Strimone, et de Kalokastro, un peu plus
plus au nord. Il y a des propositions pour l'identification de certains d'entre eux avec des polices mentionnées par les historiennes. Donc, Kalokastro, par exemple, il y a une proposition de l'identifier avec Arolos. Et il y a une proposition pour identifier Terpni et Vergi avec Calitere et Ossa, ou Trinlo selon la table de Petitguerre. Et sur la rive gauche, il y a Ceres, sans doute Sira, il y a des traces archéologiques d'une installation archaïque. Il y a Vergi, Neoskopos, il y a d'autres sites pour lesquels on a aussi des propositions pour leur identification avec des villes mentionnées dans les historiennes, dans les sources littéraires, comme Aios Chrysophoros, par exemple, qu'on a Gazoros là, et près de Poléopomi, qu'on avait l'ancienne Myrkinos, etc., etc. Bon, pour ce qui est densité d'occupation, mis à part ces cartes générales, quand on cherche un peu plus systématiquement, on trouve qu'il y a beaucoup plus nombreuses installations. Donc, par exemple, je vous mets ici un rectangle près de Kalokastro, près de Strimonico, où on a, grâce aux recherches récentes, on a identifié plus que 8 installations. La plupart d'entre eux possèdent des phases archaïques ou âge de fer. Donc, c'est très intéressant de reprendre morceau par morceau cette vaste vallée pour comprendre la localisation, la répartition et l'organisation ou hiérarchisation de ces sites. Il y a encore, bien sûr, beaucoup à faire. Et même dans une région où on a une vide, selon la recherche d'avant, une recherche plus intensive, récente, nous a offert près de 10 sites dans ce rectangle à côté de Ceres. Et c'est seulement pour exemplifier un peu ce qui existe et ce qui va apporter, va être offert par les nouvelles recherches. Je vous donne l'exemple de Berguet. Et donc, la localisation est assurée grâce à la découverte de la fameuse inscription du 5e siècle. Et la ville frappa des monnayages en argent quand elle se trouvait dans la zone d'influence de Thasos. Dès la fin du VIe siècle, il y a aussi la circulation des monnaies d'argent de Thasos et d'autres régions. Et la ville frappe aussi des monnaies en bronze dès la fin du IVe siècle. Donc, l'autre exemple est Terpni, de l'autre côté du Strimon. Et là, les fouilles récentes ont dégagé des ruines d'un grand édifice de plan basilical
pourvu d'un sol dallé en marbre, une installation équipée de pressoirs, de réservoirs et de pitons destinés à la production de vin. Mais en profondeur, les fouilles ont atteint des murs hellénistiques. Et il y a aussi dans le matériel de surface et dans la région de la céramique archaïque. Et on verra bien par la suite l'histoire de ce site. La tombe de type macédonienne appartenait à deux frères de l'aristocratie macédonienne, Hipponax et Dioscurides. Le voisinage du site avec les mines d'or des montagnes de Nigrita suggère que la population ici avait assuré sa prospérité grâce à l'exploitation minière et au développement du commerce. C'est une zone aurifère importante près de Nigrita et de Terpni, qui a été attestée par les géologues. Mais il y a aussi les inscriptions, par exemple un sycoma qui porte une inscription avec le nom d'un agoranome et deux fois le mot Adamas. Donc, ce sont des vestiges de l'époque romaine ou hellénistique romaine, mais n'empêche que nous pouvons espérer que il y aura des trouvailles plus anciennes qui vont confirmer et infirmer nos propositions, nos suggestions. Donc, le nouveau programme de recherche va essayer d'établir une séquence stratigraphique, justement, de préciser les modalités de son occupation, de mener une étude géomorphologique et environnementale tout autour. Et un des volets de ce projet est aussi l'étude des terroirs, donc le croisement de données archéologiques, géographiques, agronomiques, littéraires va pouvoir mettre en évidence les caractéristiques des terrains qui seraient favorables à la culture de la vigne et de déterminer les connaissances mises en œuvre par les populations anciennes liées à la nature et à la qualité d'un terroir spécifique pour y pratiquer la viticulture. Et donc, nous n'attendons que l'accord de casse pour y commencer. Et je vous mets pour finir en vrac quelques termes employés, utilisés par les historiens ou par les sources antiques et pas mal discutés par les chercheurs, les archéologues et les historiennes, juste pour alimenter une discussion, si vous avez le courage. Merci.